Alors, on est en direct. Donc, Hamilton Dos Santos. Il y a aussi Lopez, mais on va pas tout caser ce soir. Ça prendra l'interview. Tu es brésilien, mais c'est pas ton métier. Tu es aussi sociologue. Et donc, il y a une journée qui est jeudi prochain. Alors, le nom, la titulature est longue. Donc, vas-y, lance-toi. Donc, c'est la journée nationale des commémorations des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Voilà. Et donc, toi, tu interviens en tant que sociologue à 16h10 à la librairie Torcatis à Perpignan sur le génocide des Noirs au Brésil. J'ai un bien résumé? Pas trop résumé. Ah. En fait, non, je suis sociologue de formation, oui. Mais j'interviens en tant que citoyen. Oui. Dans cette question que je connais un peu sur la question noire au Brésil. Et donc, on peut aujourd'hui parler des génocides de la population noire au Brésil, qui représente environ un peu plus que 50% de la population. Mais c'est une population maintenue socialement, historiquement, socialement à des niveaux assez bas. Ouais. Peu d'accès à l'éducation, peu d'accès aux emplois qualifiés et ils subissent toute une série de discriminations depuis des temps de l'esclavage. Oui. Bon. Depuis leur arrivée, on va dire. Depuis leur arrivée, parce qu'une chose justifie l'autre. Humainement, tu ne peux pas traiter et exploiter des hommes à cette manière-là, sans le traiter comme pire que des animaux. Ouais. Pour justifier que tu puisses, à un moment ou à un autre, leur tuer, leur faire ce que tu veux, sans avoir le sentiment à soi-même d'avoir commis un crime, oui. D'avoir commis quelque chose horrible. C'est ce que nous dit Montesquieu dans De l'esclavage des nègres, où à un moment il dit « Et nous-mêmes serions-nous chrétiens s'ils avaient une âme et que nous les traiterions ainsi ?» Et puis, cette situation, en sachant que le Brésil, c'était le dernier pays à abolir l'esclavage, en 1888, ouais. Donc à la fin du 19e, et qui, par la suite, il y a eu une tentative déjà à l'époque de la part des gouvernants brésiliens ouais. de blanchir la société parce qu'ils avaient peur qu'arriver dans le marché partout, après l'abolition de l'esclavage, des Noirs qui étaient quand même une certaine majorité dans la population du Brésil déjà à l'époque. Et puis, donc, il y a eu beaucoup de flux d'émigration de l'Europe, du Japon et bien d'autres pays pour essayer de blanchir un peu la société brésilienne. Eh bien, ce blanchissement n'est pas arrêté là. Il y avait un autre élément important, il fallait quand même éliminer ces Noirs. Ouais. En profitant, bien sûr, comme dans toutes les sociétés, ce sont des pauvres, des misérables, des gens qui, malgré leurs efforts, tout ça, ils sont dans la misère. Et donc, c'est plus simple à justifier. Et bon, on va à des niveaux qu'on attend aujourd'hui au gouverneur de Rio de Janeiro. Il ordonne que des hélicoptères avec des snipers à l'intérieur viennent tirer sous la population des favelas, qui sont une majorité des Noirs. Et on a l'exemple avant-hier qu'ils ont tué 8 personnes pendant un moment de sortie des classes, des écoles. Donc vers 4h30, les hélicoptères commençaient à tirer sous les gens. C'est marrant, si j'ose dire, cette situation. On nous a dit, oui, plus jamais ça, les massacres, etc. Là, je trouve que ça se passe bien. Enfin, on n'en dit pas plus de mots que ça. C'est pas un scandale international, parce que bon, même de temps en temps, quand en Argentine on balançait des gens des hélicoptères à bouffer aux requins dans le port de la Boca, ça faisait plus de scandales que ça. Qu'est-ce qui fait que bah ouais, ça se passe bien, quoi.
il faut dire que c'est quand même 60 000 personnes qui sont tuées par mort violente au Brésil par an. Donc une majorité de jeunes noirs et qui sont à la suite mêlés à des différentes situations et qui lui permet à la police d'agir comme en tuant tous ces gens-là. Alors, il y a une question qui est un peu une question taboue, c'est que dans la société brésilienne, il s'est dit toujours une société composite avec un mélange. Oui, Deu et Brasileiro. Voilà, un mélange de différentes origines des personnes. C'était la pub Benetton, avant la pub Benetton, le Brésil. Voilà, avec des origines différentes, mais il faut dire que ça reste à niveau d'une image qui nous est vendue depuis toujours. Oui, voilà. Alors, à quel moment les choses ont pu changer un peu? On peut changer, c'était pendant le gouvernement de Lula et Dilma, parce qu'ils ont ouvert, avec une politique de discrimination positive, les portes des universités, les portes des concours publics même, pour les personnes d'origine noire, et les fonctions, et les emplois, et avec cette politique-là. Et c'est vrai qu'à partir de là, il y a un phénomène intéressant qui se passe au Brésil. Les gens jusqu'à là, même les gens noirs, ils avaient honte d'être noirs. Et ils ne voulaient pas être noirs. Ils ne voulaient pas être considérés comme noirs. Ils essayaient par tout moyen de se blanchir et de considérer, je ne suis pas tout à fait noir, je suis... Mais avec cette politique-là qui a permis à un certain nombre de gens, des enfants, des familles de ces générations, d'arriver à l'université, d'arriver à des emplois mieux qualifiés, ils ont quand même pris conscience, et qu'il y a une situation actuelle, ils ont pris conscience qu'ils sont quand même, ils ont même les moyens, ils ont le même moyen intellectuel et physique et moral pour exercer des fonctions et être à l'université et apprendre des choses. Donc, c'est cette politique-là qui actuellement le gouvernement de Bolsonaro veut casser. Il veut casser ça sur différents niveaux, en accentuant la répression sur les populations les plus pauvres, et en même temps, il a effacé déjà tous les programmes sociaux qu'il y a eu pendant cette période, que ce soit l'accès à la maison, à logement, l'accès à la fac, l'accès à des aides genre allocation familiale. Tout ça, ils sont en train d'effacer carrément. Ça a commencé après le coup d'État contre Dilma et ça s'est tué. Actuellement, c'est terrible. C'est tous les programmes qui ont une ambition sociale, ils sont éliminés. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils vont créer une situation où il y a une rangée de pauvres d'un côté qu'il faut leur tuer. C'est la seule solution. Bon, en sachant que bien toujours, les riches, ils ont peur des pauvres. Ça, c'est, parce qu'ils se sentent coupables. C'est un privilège du Brésil. C'est pas un privilège du Brésil. En France, ça c'est universel. Voilà. C'est quelque chose d'universel. Donc, si on tue les pauvres, bon, ça ne dérange pas. Et pour revenir sur la question que tu disais, c'est vrai que dans les combats, dans l'époque, la période de dictature au Brésil, en Argentine, c'était un bon secteur de la classe moyenne qui était là-dedans. Et donc, c'est plus visible pour la société, ces gens-là. Par exemple, au Brésil, la torture plus jamais, c'était un des slogans à la fin de la dictature. Et elle a cessé pour les gens de la classe moyenne, évidemment, parce qu'il n'y avait plus la dictature. Mais elle a continué dans le commissariat pour les gens pauvres. Ah, Dieu merci, il y a une justice. Voilà. Il y a une justice, comme tu dis. Voilà. Donc demain, tu vas nous parler de tout ça. Je veux développer un peu plus ça. Oui, voilà, parce que sinon... Demain, non, c'est jeudi. Jeudi, tu fais bien, voilà. Et donc, je veux développer ça avec un peu plus de précision.
et essayant de faire comprendre qu'effectivement, moi je considère que c'est un génocide, hein, il n'y a aucun doute, parce qu'il y a une volonté des classes dominantes au Brésil d'effacer son côté noir, ou au moins laisser un peu de décoration pour le carnaval un peu quand même pour justifier et encore que le carnaval est menacé à cause des fondamentalistes évangélistes. Ah oui, c'est parce que ils aiment pas le carnaval. C'est très sexuel quand même. Plus que sexuel, pour eux, c'est la fête du diable, quoi. D'ailleurs, c'était comme ça en Europe. Oui, voilà. Au Moyen-Âge, c'était un moment de renversement social. Oui, de renversement social. Et donc, pour les évangélistes, ça, c'est criminel. Si j'ose dire, c'est une soupape. Voilà, c'est une soupape, voilà. Et cette soupape, c'est diabolique. Donc, du coup, il faut le supprimer. Le maire des Rio actuel, qui est un évangéliste, et lui, il a essayé par tous les moyens de ne pas financer certaines choses. C'est quand même terrible, c'est le carnaval de Rio, quoi, le truc. Une des images du Brésil. Mais ils ne peuvent pas. Quand même. Ils ne peuvent pas parce que le comité social, ce serait trop gros. Même c'est une révolution. Mais il a essayé par diverses manières de réduire les aides et les subventions qui étaient données à toutes ces festivités. Quoi. Alors comment on est passé d'un pays catholique quand même un peu, avec un peu de macumba ça et là, si j'ose dire, à un pays qui a de plus en plus d'évangélistes, parce que les États-Unis ont envoyé beaucoup de missionnaires. Oui. Il y a même ici à Perpignan. Oui, je sais, moi-même, je suis converti depuis peu. Non, mais je croise dans la rue, certain. Oui, mais t'avais... Non, depuis la période de la dictature, et ça s'accentuait. Les années 60 ? Les années 60, 70, 80 et 90, il y a eu un travail énorme qui était fait à niveau de la population, surtout la population pauvre, et des catéchèses, quoi, catéchuménat, d'évangélisation, et qui a donné ses résultats. Et ils ont construit à São Paulo des énormes temples. Parce qu'ils avaient du fric derrière aussi. Ah bah beaucoup. Oui, donc c'est pas arrivé par hasard. Il y a un temple à São Paulo de l'Église universelle et qui s'appelle le Temple de Salomon, qui est construit sur une architecture gréco-romaine qui cherche à se présenter comme le temple qui avait le fameux temple de Salomon, Voilà. Qui a été détruit par Titus pour la deuxième fois. Enfin, bon, passons. Et donc, ils ont fait venir des bronzes pour légitimer leur truc. Les pierres qui font les fondations, tout ça, du temple, sont venues d'Hébron. Donc, en Palestine, enfin en Israël. Voilà. Donc, imaginez qu'ils avaient beaucoup d'argent. Oui, voilà. Oui, c'est pas tout le monde qui ramène des gros cailloux comme ça. Non. Et du cèdre du Liban pour faire les piliers. Et puis, donc, ils ont aujourd'hui... c'est un allié fondamental, d'ailleurs. Et il y a un lien très fort États-Unis entre Bolsonaro et Trump, au travers des évangélistes d'ailleurs. Oui, par ricochet, parce que Trump, il est très allié aux évangélistes, il est soutenu, parce que c'est une partie de son électorat, mais lui-même, je ne sais pas si dire si c'est l'évangéliste lui-même. Ce n'est pas le cas de Bolsonaro. Bolsonaro, lui, s'est revendiqué évangéliste. D'ailleurs, il était baptisé dans la rivière Jordan. Dans une de ses passages en Israël, il était baptisé au Jordan. Ah, dans le vrai Jourdain, donc. Non, les gens, ils jouent... Les symboles sont très importants. Ah, d'accord. Donc, avoir des pierres qui viennent de l'Hébron, être baptisé dans la rivière du Jordan... Donc, ça c'est comme Jésus. Oui, un peu comme celui qui baptisait par l'eau un certain Saint Jean, Baptiste. Jean-Baptiste, voilà. Donc, je veux dire qu'ils ont réussi, mais il y a une question qui est très complexe dans cette histoire des évangélistes au Brésil.
c'est qu'il y a toujours des évangélistes aussi. Hein. Peut-être une majorité soutient Bolsonaro, mais ils ne sont pas tous qui soutiennent Bolsonaro. D'accord. Ils ne sont pas tous. Parce qu'au Brésil, il y a une caractéristique intéressante, c'est que nous, on n'a pas vécu des guerres de religion comme on a vécu en Europe. Et du coup, il y a moins de stigmatisation des autres religions. D'accord. Même, par exemple, dans les partis de gauche, il y a beaucoup de gens évangélistes aussi. Des gens qui ont des confessions évangélistes. Il n'y a pas cette question de dire « Ah, je suis de gauche, je ne peux pas aller à l'église, je suis de gauche, je ne peux pas aller en temple. » Il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, ce que je regarde, hein, vu d'ici, hein, parce que je suis ici depuis beaucoup d'années, c'est quand il est soulevé une discorde avec un évangéliste, on lui dit qu'il est de droite. On ne lui dit jamais qu'il est fondamentaliste et genre évangéliste. Non, on lui dit qu'il est de droite. C'est ça qu'il n'est pas bien. Et ça, c'est très important parce qu'il y a moins l'élément de stigmatisation. Au point que les gens... Parce que si tu stigmatises une religion, alors là, tu es mal barré. Hein. Et les catholiques dans tout ça? L'Église catholique, elle continue à être une église très importante. Mais face à un nombre, je pense qu'il y a encore, le Brésil, on peut dire que c'est un pays, disons que la majorité catholique. Mais en même temps, du point de vue militant, les évangélistes, ils ont beaucoup plus de poids, quelque part. Mais, je dis toujours, ne nous trompons pas, au Brésil, on ne soulève jamais la question de débat interreligieux pour dire « Ah, moi je suis catho, toi tu es évangéliste, tu es misérable, tout ça. » Il n'y a pas ce débat-là. D'accord. Hein? Et c'est plus politique. D'ailleurs, toute l'Amérique latine, c'est comme ça. Hein? D'ailleurs, c'est la difficulté des États-Unis au Venezuela. Ils ont eu beaucoup de facilité au Moyen-Orient pour parler d'autres choses. Au Moyen-Orient, pour s'allier, faire des alliances avec des djihadistes, avec des islamistes, peu importe. Mais au Venezuela, non, c'est plus politique. C'est droite et gauche. D'accord. Hamilton Dos Santos, on va rappeler que c'est jeudi à 16h10 à la librairie Torquatis. À Perpignan, oui, pour ceux qui on ne va pas à Récif, même si c'est très bien, j'adore beaucoup ça. Et on se reverra quand tu nous ramèneras à nouveau des écrivains brésiliens, comme tu avais su nous amener. Peut-être elles vont se barrer du Brésil, de Gramont, Conceição vont peut-être venir s'installer en France. Mais comme ça devient une dictature, ils iront ailleurs. Non, je comprends pas. Non, ils restent. Tu as eu des nouvelles? Ils sont toujours là. Bon, toujours la situation est compliquée. Parce que tout l'autoritarisme qui essaie de mettre en place des mesures néolibérales, tout ce que tu veux, mais ils n'ont pas encore franchi tous les pas. Hein? Et donc, c'est loin encore de dire classer le Brésil simplement comme une dictature. C'est pas du tout une dictature encore. Et ils auront beaucoup de mal. Malgré qu'aujourd'hui, il y a une représentation des militaires dans le gouvernement très importante, hein, avec à des postes très importants. Plus, il y a plus de militaires aujourd'hui au gouvernement que pendant la dictature. Non, c'est sans blague. Hein. Il y a plus des hauts postes de gestion des organismes d'État et des ministres sont plus présents dans le gouvernement de Bolsonaro que pendant la dictature. Mais, je rappelle toujours aux gens, on est sorti d'une dictature il y a 30 ans, c'est très récent. Oui. Donc, du coup, les gens, ils font la différence des choses. Et ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé sous la dictature. Malgré qu'il y avait certains qui revendiquaient le retour à la dictature. Mais ils étaient bien minoritaires par rapport au reste. Voilà.
Donc, Hamilton Dos Santos, merci. Donc, jeudi 16h10 en la librairie Torcatis. Merci à tous et je vous espère que vous pouvez vous déplacer jeudi prochain à 16h10 à la librairie pour m'entendre et discuter avec moi sur cette question fondamentale, savoir si on peut classer comme un génocide ce qui se passe au Brésil.